docteur en psychologie du sport, préparatrice physique, un master, des relations, elle a fait des études à San Diego, assez exceptionnelle. Et c'est quelqu'un de novateur, un petit peu dans le sport et beaucoup dans le basket. Préparatrice physique, c'est pas novateur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne va pas s'en occuper maintenant. Mais il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas de préparateur physique en France. L'entraîneur était omniscient, il faisait tout. Et puis après, petit à petit, il y a eu les préparateurs physiques. Moi, on me disait même quand j'étais coach, il me fallait une armée à côté de moi. Vous voyez, j'ai toujours un préparateur physique. Ça me paraît indispensable. Maintenant, il y a même des préparateurs physiques pour les joueurs au niveau individuel. Il y a l'équipe et au niveau individuel. Au niveau mental, là, on n'est pas encore au point. Il y a 2 ou 3 équipes pour les préparateurs mentaux. Plusieurs joueurs ont maintenant leur propre coach au niveau mental. Et je pense que Virginie, qui a travaillé au niveau des équipes de France de jeunes, féminines et masculines, au niveau si tout le tour, je le gère, tu vois. Si tout le tour, je peux gérer. Non, mais ça ne pas. Je vous en parlerai ce soir. Au niveau du centre de formation de Villeurbanne et au niveau des seniors de Villeurbanne. Donc, c'est vraiment, elle n'a pas le cursus universitaire simplement, c'est pas une théoricienne, c'est aussi une praticienne. Et je lui passe la parole, c'est vraiment quelqu'un de très très haut niveau. Très très haut niveau. Merci. Tu fais une présentation internationale. Merci. Déjà, je voudrais remercier tous les organisateurs de ce colloque parce que c'est la première fois que j'interviens en préparation mentale. Donc c'est signe en tout cas de l'ouverture d'esprit à cette thématique qui est récente en France mais qui n'est pas en fait très nouvelle. Et donc merci de m'avoir invité, d'offrir l'opportunité d'intervenir auprès des entraîneurs sur cette question de la préparation mentale. Et comme je disais tout à l'heure, la deuxième étape, ça serait d'intervenir auprès des joueurs, plutôt d'être amené à intervenir par syndicat des joueurs, parce que les joueurs, s'ils veulent être encore meilleurs, ils doivent apporter de l'importance à cette question de la préparation mentale. Je peux te laisser, mais avant de commencer, quand même, je n'existerai pas sans les entraîneurs, parce que ce soit de la préparation physique ou de la préparation mentale, on n'existe pas que s'il y a des entraîneurs qui ne mettent pas de la valeur et de l'attention à notre travail. Donc, évidemment, moi je remercie Pierre, Vincent et Mehdi-Marie qui m'ont invité à intervenir tout au long de l'année pendant 2 ans au centre de formation de l'ASVEL. Je ne suis pas intervenue auprès des pros, hein, donc que ce soit clair. Et en tout cas, ils ont été couillus en tout cas dans l'idée en fait de construire un peu des contenus préparation mentale, de développer le projet à l'ASVEL à l'époque, et ils ont été couillus de me faire intervenir et de me faire venir au centre de formation parce qu'il y a quand même de nombreux freins dans les clubs, chez les dirigeants, je vais en parler après, par rapport à cette question de la préparation mentale. Et puis de toute façon, on a beau accompagner les joueurs, quand le message est renforcé et développé par les entraîneurs, ils sont multipliés par 10. Donc en tout cas, mon travail, je le conçois en collaboration avec l'entraîneur. Merci également à Jérôme Fournier qui me fait confiance depuis plusieurs années en prépa physique. Mais j'ai l'occasion avec Jérôme de gérer des entretiens individuels avec les joueuses, que ce soit en prime ou en U20, qui sont des expériences très riches. Et merci également à notre entraîneur qui est Sandrine Guéronnet, qui est entraîneur national de l'équipe de France de cyclisme sur route, avec lesquels je travaille depuis 2013. Et en tout cas, c'est des entraîneurs qui sont ouverts à cette question de la préparation mentale et qui m'ont offert l'opportunité de travailler sur cette question-là. Bon, ces personnes-là, elles ont un point commun, que ce soit Pierre, Mehdi, Jérôme ou Sandrine. Un point commun, en tout cas une histoire liée à la psychologie, si je ne dis pas de bêtises, maman Pierre est infirmière psychiatrique. Jérôme Fournier, il a fait une formation en psychologie, il a un master, un DEA de psychologie clinique. Mehdi-Marie m'a longtemps raconté comment son papa passait des dimanches à discuter avec un psychologue et un psychothérapeute. En tout cas, c'est des personnes qui, dans leur vie, ont eu contact avec cette question de la psychologie. Est-ce que ça les a aidés, en tout cas, à lever des freins pour faire intégrer la préparation mentale? Pourquoi pas?
Et il y a une conviction, donc ils ont tous une conviction de la préparation mentale écoute des dirigeants. Pourquoi? Je ne vais pas attaquer les dirigeants, mais en tout cas, une fois qu'on a pris le pas sur les entraîneurs, maintenant il faut convaincre le dirigeant. Quand Pierre Vincent, il m'appelle pour intervenir au centre de formation, il me dit, j'ai 3 demandes. Une, ça serait de travailler sur Pierre et Mehdi, sur la cohésion au sein de l'équipe. 2, aider les jeunes à mieux gérer leur frustration face à l'erreur. Et 3, travailler sur la vie en collectivité au sein de la Maison Verte, qui est la maison où logent les jeunes du centre de formation. Je dis ok, très bien. Bon, et maintenant il me dit, et maintenant il reste à convaincre Tony Parker. Alors je lui dis, mais comment ça à convaincre Tony Parker? Moi, dans ma représentation du joueur NBA, prépa physique, prépa mentale, technique, tactique, pourquoi tu as besoin de convaincre Tony, quoi? Alors il me dit, bah oui, mais pour lui, c'est pas si évident de... Pour lui, il a toujours réussi sans forcément se faire accompagner mentalement. Donc, il n'y met pas autant de valeur que je peux en mettre. Donc ça, c'est pour l'anecdote quand même, parce que moi, j'étais partie sur ma représentation joueur NBA, préparation mentale, etc., dans la grande structure qui est San Antonio. Autre question sur... Donc, il faut convaincre, il faut expliquer les dirigeants, c'est ainsi les entraîneurs doivent se battre sur cette question-là. J'ai eu la même problématique avec le DTN de cyclisme sur route, donc Sandrine me propose de travailler avec elle. Et elle me dit, on va t'appeler accompagnateur de la performance, accompagnatrice de la performance. Je lui dis, mais tu veux me prendre... Donc elle voulait qu'on travaille sur la cohésion dans le cyclisme, parce qu'à savoir que au cyclisme, on roule collectivement, mais il n'y en a qu'une qui gagne, donc c'est pas simple à mener. Et je lui dis, mais moi, par rapport aux missions que tu veux, je suis préparatrice mentale, je ne suis pas accompagnatrice de la performance. Si, comme le technicien, comme je veux qu'on m'appelle comme on m'appelle, donc je veux m'appeler préparatrice mentale. Elle me dit, ouais, pour le DTN, c'est compliqué quand même d'afficher que c'est un préparateur mental, etc. Je lui dis, bah, pas de problème, moi je prends un rendez-vous avec ton DTN et je lui explique mes missions. Je lui explique que c'est la préparation mentale, comment j'interviens, et j'ai rien à cacher, il n'y a rien d'opaque. Donc tout ça pour dire qu'on a passé un premier cap quand même au niveau des entraîneurs. Comme la préparation physique, ça va prendre du temps, mais aussi il faut convaincre les dirigeants à s'investir sur cette question-là. Je te laisse enchaîner. Alors, comme j'ai l'habitude de donner des cours, il y a beaucoup de contenu. Je n'ai pas fait l'effort forcément d'abréger le contenu. Tout ce qui est projeté ici, je vous le donnerai en PDF. Donc je ne vous invite pas forcément à prendre du temps à noter, mais ça guide surtout ma pensée. Alors l'idée c'était de parler un peu du mental, définir ce que c'est la préparation mentale, qui sont les intervenants et quels sont, après vous donner plein d'exemples concrets suite à l'expérience des 2 ans que j'ai eu à l'ASVEL avec le centre de formation. La référence au mental, c'est un paradoxe parce qu'on en parle beaucoup, il y a les Jeux Olympiques, tiens, il y a une défaillance mentale, eux ils ont réussi parce qu'ils avaient de la volonté, ils avaient du mental, mais finalement, malgré l'exposition médiatique croissante, les journalistes, les clubs, les entraîneurs parlent d'anxiété, de motivation, ils parlent beaucoup de déclarations d'intention, mais pas réellement comment on intervient sur la capacité à gérer son anxiété, comment on fait pour que nos joueurs du centre de formation ils sont motivés au quotidien alors qu'ils se tapent 5 heures de cours et 3 heures d'entraînement, comment on intervient sur ces leviers-là. L'autre chose aussi, c'est que tout comme les qualités techniques, tactiques, physiques, le mental nécessite du temps. Si vous croyez que c'est parce qu'on intervient sur une séance, il n'y a pas de logique. Il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, il y a des contenus assimilés, et il faut accepter que ça prenne du temps. On a cru quand même que des fois le préparateur mental était un magicien. C'est pas possible. Et en tout cas, donc, quand les clubs ils se lancent dans cette idée-là, c'est plutôt une révolution. Mais par contre, moi je passe beaucoup de temps à expliquer ce que c'est la préparation mentale parce que finalement elle attire autant qu'elle effraie. Aussi parce qu'il y a eu des intervenants, il y a eu des mauvaises expériences. Vous parlez de l'expérience de Christine Aron, je ne sais plus en quelle année, qui a été accompagnée par une personne qui devait travailler sur son mental et qui l'a un peu détourné de sa performance. Donc malheureusement, il y a des bonnes personnes qui ont des bonnes formations et il y a des mauvaises personnes un peu partout, mais ça a un peu entaché cette question du mental. Alors, donc la préparation mentale, il y a divers intervenants et il y a plein de mises en œuvre. Comme en entraînement, j'essaie, ça fait 5-6 années, même si j'ai un peu joué au basket, ça fait 5-6 années que je suis plein d'entraînement. J'ai quand même si je capte pas grand-chose de tous les pics, machin, etc., j'ai quand même l'impression qu'il y a autant de mises en œuvre qu'il y a d'entraîneurs, même s'il y a des philosophies communes. Et bien dans la préparation, c'est pareil. L'application pédagogique, l'accompagnement est différent en fonction des intervenants. Elle se définit
comme la préparation à la compétition par l'apprentissage d'habiletés mentales. Moi, on va beaucoup passer du temps sur définir ce que c'est les habiletés mentales, des habitudes d'organisation à l'athlète, être capable de s'organiser. Et le but principal, c'est l'optimisation de la performance, tout en promouvant en fait, le plaisir et favoriser l'atteinte de l'autonomie. Donc il y a trois choses qui sont importantes. Un, la finalité, c'est la performance, c'est être meilleur sur le terrain. D'accord? Il y a une logique d'entraînement, donc ça peut renvoyer à une planification, de la même manière que vous planifiez vos contenus techniques, physiques et tactiques. Il y a de la planification à mettre en place, il y a de l'apprentissage, il y a de la transmission de connaissances et de compétences, ce qui demande du temps. Et à la fin, surtout, c'est la recherche d'autonomie. Après, le préparateur mental doit faire en sorte que son joueur, son athlète, soit autonome. Il n'y a pas une relation continuelle sans fin. Et vraiment, la recherche du préparateur mental, c'est qu'il recherche l'autonomie de son athlète. Je te laisse... Oula. Alors, déjà, les premiers préparateurs mentaux, c'est vous, en fait. Hein. Les premiers relais, forcément, dans vos contenus d'enseignement, dans vos exercices que vous proposez, dans les speeches que vous faites pendant le match, les premiers préparateurs mentaux, c'est vous. Bon, après, maintenant, on rentre dans un domaine de spécialisation et d'individualisation qui fait que, finalement, on peut faire intervenir des personnes ayant des compétences plus précises et qui allouent clairement leur temps à cette question-là de la préparation mentale. Et ça aussi l'avantage, si on a une personne extérieure, d'avoir un regard extérieur. Donc même si vous intervenez sur les habiletés mentales de vos sportifs, en tout cas avoir un regard extérieur permet aux joueurs, à l'athlète de pouvoir s'exprimer sur des choses où il est moins possible de s'exprimer auprès de l'entraîneur. Au niveau du titre, préparateur mental, en fait, il n'y a aucun texte juridique. Vous pouvez tous vous dire préparateur mental. Il n'y a rien qui atteste au niveau juridique que si vous dites préparateur mental, on ne peut pas vous attaquer. Donc, comme c'est un métier nouveau qui demande à s'installer, à avoir un syndicat, à se structurer, en tout cas, ça n'a aucune valeur juridique. Tout le monde peut se dire préparateur mental. À la différence d'autres métiers comme psychologue, médecin, etc. Donc, il faut en avoir conscience. Mais par contre, si vous êtes amené à intervenir ou à recruter des personnes qui travaillent sur cette question-là, il faut quand même que vous ayez une grille de lecture et se questionner sur la légitimité de la personne et quels repères avoir. Bon, je ne vais pas vous faire la pub pour les études universitaires forcément, mais un diplôme en stats ou en psychologie, en particulier un master ou un master 2, ça apporte une information sur la compétence de la personne. Il existe également peut-être des gens qui ne sont pas à l'université, mais qui sur le terrain ont fait un certain nombre de formations et d'expertises, qui peuvent faire valider leur expertise auprès de la Société française de psychologie du sport. Donc c'est possible de se faire accréditer par la société savante. Après, il reste la question du psychologue, qui a un titre protégé et qui, par contre, le psychologue, il intervient, lui, il fait des soins, il accompagne la personne. Après, il y a des psychologues qui peuvent être aussi préparateurs mentaux. Dans ces cas-là, c'est deux missions. C'est difficile d'ailleurs de faire les deux, d'accompagner la personne dans son développement personnel et aussi l'accompagner dans le développement d'habiletés mentales pour être meilleur, pour être plus performant. Parce que ça prend de l'énergie, en fait. C'est compliqué de faire les deux. Après, il faut que si la personne veut être accompagnée par un psychologue, ça devient une démarche personnelle également. Bon, et après, juste pour recentrer un peu, dans l'école, il y a des bilans psychologiques, là par contre, qui sont réalisés pour des enjeux de santé, pour s'assurer que la santé mentale des jeunes, de nos jeunes qui sont pour garantir que cette santé mentale, elle est acquise des jeunes qu'on accompagne dans nos pôles. Donc voilà, pour moi, c'était important de clarifier un peu les formations, qui intervient, pourquoi, etc. Je te laisse switcher. Alors, quels sont les objectifs de la préparation mentale? Quels sont les domaines d'intervention où on peut intervenir? Donc déjà, c'est répondre à la demande du joueur. C'est-à-dire, si j'ai un entraîneur qui me dit « il faut que tu le vois, lui, il n'a pas confiance en lui », pour moi, ça tique. Il faut que, je veux bien l'accompagner, cette personne, mais il faut que, évidemment, que ce soit dans une relation gagnant-gagnant et que cette personne soit amenée à être investie. Mais l'objectif, c'est améliorer la perf. Après, là, vous ne le voyez pas, mais quand je passe beaucoup de temps à expliquer ce que c'est la préparation mentale, on a une représentation qu'on fait appel à un préparateur mental quand ça ne va pas, de la même manière que si on dit, tiens, je vais faire appel à un prépa physique parce que je suis blessé. Sauf que je passe beaucoup de temps à expliquer aux joueurs et aux athlètes que
pour être au niveau où ils sont et pour avoir les compétences qu'ils ont forcément des ressources mentales qu'ils ont mobilisées pour être à ce niveau-là. Si on voit nos jeunes qui étaient hier sur le terrain, forcément pour arriver à ce niveau-là, il y a des qualités mentales qui sont développées. L'idée, par contre, après, c'est de les rendre meilleures et de travailler dessus pour qu'elles soient encore meilleures. D'accord? J'essaie de casser le raisonnement quand j'accompagne les joueurs, les cyclistes, etc., que j'ai un problème, je vais le voir. La question, elle n'est pas là. J'ai des qualités, je vais les rendre meilleures. Par contre, évidemment, j'ai identifié des points où j'étais un peu moins performant, et dans ces cas-là, on pourra peut-être aussi travailler dessus. Mais il faut casser un peu cette croyance de réparer tout ce qui ne va pas. Il y a quel domaine d'intervention de la préparation mentale? Il y a l'aspect motivationnel, donc je vais détailler, je vais rentrer en détail sur comment on intervient sur ces questions-là. Il y a l'aspect émotionnel, gérer ses émotions avant, pendant le match, l'enjeu, le public, etc. Il y a l'aspect cognitif, alors c'est tout ce qui renvoie à la capacité à être concentré. Je ne sais pas si vous avez vu le match, à la fin, la concentration, moi je parle du dernier match, le niveau de concentration il a baissé quand même, la chaleur, la fatigue, l'enjeu, donc être capable de, pendant le match, rester concentré, puis trouver des moments aussi où je peux souffler, parce que être concentré 40 minutes, c'est pas possible, évidemment, donc trouver des moments où je peux souffler en termes de concentration, pour pouvoir maintenir un niveau d'exigence et de concentration tout au long des matchs. Et évidemment, si on l'attend lors des compétitions, ça se travaille déjà à l'entraînement. Et c'est tout ce qui renvoie à la représentation aussi. Qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que mes collègues sont capables de faire, est-ce que ma représentation de qui je suis est juste. Et enfin, le quatrième domaine, c'est la question du relationnel. Alors là, ça va être tout ce qui est travail avec les coéquipiers, toute la question de la cohésion, la question aussi du joueur à communiquer avec le staff, médical, technique, etc., de toutes les personnes qui l'encadrent. Donc en tout cas, moi, c'est mes quatre domaines d'intervention qui m'animent, et à partir de là, on va aller petit à petit piocher dans ces dimensions-là. Je peux te... Alors, juste, là, c'est vraiment un titre générique, et après, je vais vous montrer les illustrations. Généralement, en fait, les habiletés mentales renvoient à des compétences, et là, cette première compétence, c'est la question de la gestion de son niveau d'activation, c'est-à-dire la gestion de ses émotions. Il faut que le joueur maîtrise un certain nombre de savoirs. Qu'est-ce que c'est les émotions? Comment je les ressens? Comment ça se passe? Il faut également qu'il mette en place des savoir-faire, donc qu'il développe des techniques pour mieux gérer ses émotions en fonction des situations. Donc, à savoir sur la question de la gestion de son activation, donc son niveau émotionnel, le niveau des savoirs, il faut qu'il sache qu'il y a une zone optimale d'activation. Il y en a qui ont besoin, je ne sais pas si vous avez vu certains joueurs hier, mais il y en a qui ont besoin d'être très excités et de beaucoup bouger avant d'entrer sur le terrain. Il y en a qui ont besoin au contraire de rester calme. Donc en fait, chacun a sa zone optimale d'activation. Bon après, ce qui est difficile dans une équipe, c'est que s'il y en a un qui s'excite tout le temps et qui déconcentre ceux qui sont un peu calmes, il faut gérer quoi. Mais... Donc expliquer que chacun a sa zone, il faut la trouver. Quand est-ce que je suis bien, quand est-ce que je suis moins bien? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de m'échauffer, d'être beaucoup excité? Est-ce qu'au contraire j'ai besoin de souffler? Je n'ai pas besoin de beaucoup répéter, etc. Il y a différents moments. La gestion des émotions, il faut être capable de la réguler dans les différents moments du match. Elle est différente entre chaque joueur et il faut que je développe des techniques pour la réguler. Les savoir-faire, la respiration, l'imagerie mentale, c'est tout un certain nombre de techniques qui nécessitent de l'explication, de l'appropriation, de l'expérimentation pour la comprendre. Je te laisse passer. La question de la concentration, savoir se concentrer, il ne suffit pas malheureusement de dire concentre-toi et rentre dans le match. Il faut les savoir que l'individu doit assimiler, c'est la question de rester dans le moment présent. D'accord? Pas revenir sur l'action qu'on vient de rater, ni anticiper qu'est-ce qui se passerait si on appliquait telle chose, c'est la difficulté à rester dans le ici et maintenant. Savoir que la concentration elle varie, comme je vous l'ai dit, il faut accepter que des moments où on peut se reposer, des temps morts, des temps de récup, etc. Se focaliser sur ses sensations internes, sur sur des choses qui peuvent me guider dans ma pensée pour rester dans le moment, dans l'ici et maintenant. On parle également du discours intérieur, et en particulier, c'est quand on s'auto-parle, en fait, pour rester concentré, on peut se donner des consignes pour capter et garder notre attention sur des éléments importants. Et évidemment que ce discours intérieur, il faut qu'il soit positif, il faut qu'il soit formulé de manière affirmative,
Parce que si je vous dis par exemple ne pensez pas à un citron vert, vous allez penser à un citron vert. Donc évidemment, dans la formulation de notre discours interne, il faut qu'il soit formulé de manière positive, parce que le cerveau est plutôt bien fait, ou pas d'ailleurs, mais quand je passe en positif, je suis positif, quand je passe en négatif, c'est compliqué du coup de rester concentré. Donc ça renvoie aussi encore à des savoir-faire. Quel discours interne, intérieur, positif je peux utiliser à quel moment, qu'est-ce qui me parle, des mots, des images, etc. Déjà aussi de prendre conscience quand est-ce que là, ça y est, je vois que je suis vraiment déconcentré et il faut que j'utilise une technique pour me remettre dedans. On peut également se servir des coéquipiers. Hein. Si un coéquipier, on lui dit, ben écoute, si tu vois que je suis plus dedans, tu peux aussi venir me voir et me redire, allez, reprends conscience que tu n'es plus concentré sur les consignes du coach, et puis on peut trouver plein de ressources. Et il y a d'autres techniques, comme trouver une image de référence qui nous recentre sur le moment présent, ou la technique du switch, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est clair qu'il y a plein d'idées qui peuvent passer, mais il faut être capable de passer vite à autre chose. Je te laisse enchaîner. Savoir planifier son futur, donc ça renvoie à toute la question de la motivation. C'est pas simple, parce que pour avoir fait pas mal d'entretiens avec les jeunes joueuses et même les cyclistes, elles ne savent pas trop c'est pas assez précis, en tout cas la technique de qu'est-ce que je vais être dans 2 mois, dans 6 mois, qu'est-ce que je veux développer également dans 1 an, combien de temps je me donne pour développer telle ou telle qualité, c'est pas aussi intuitif et aisé à faire pour les sportifs. Donc, mais par contre, il faut quand même qu'ils soient capables de planifier un peu leurs semaines, les mois à venir, les saisons, dans quel club je vais aller pour développer quelle qualité, quelles ressources je peux profiter sur place. Et un des savoir-faire liés à cette planification du futur, c'est la fixation d'objectifs. Mais pour me fixer des objectifs, il faut que je me connaisse bien, techniquement, tactiquement, mentalement, physiquement, humainement, où je veux aller. Il est clair qu'en termes de contenu, de savoir, on ne peut pas s'entraîner si on ne sait pas où on va, ou alors, dit autrement, on perd en efficacité dans l'entraînement si je n'ai pas d'objectif, et ça va même plus loin, il faudrait qu'il y ait un objectif à la séance, je vais faire tel entraînement, personnellement, il faut que je pense à développer, il faut que je reste concentré parce qu'il faut que je travaille ma concentration, donc il faut que je me rappelle qu'il faut que je sois vigilant, que je me sers de tel dialogue positif pour rester concentré, etc. Donc en tout cas, il est important d'avoir un objectif parce que c'est une représentation mentale de là où on va. Il y a plein d'études qui montrent que ça permet de focaliser l'attention, de réduire l'anxiété parce que je sais où on va et j'ai un repère précis pour avancer. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur la fixation d'objectifs. Évidemment, il faut que cet objectif il soit précis, il représente un défi, qu'il soit mesurable, qu'il soit quantifiable, qu'il soit formulé positivement, il faut qu'il soit quotidien, à la semaine, etc. En tout cas, c'est un travail de longue haleine qui, à force de travailler dessus, prend des effets parce que aussi l'athlète, généralement, moi je l'ai fait en collaboration avec Mehdi, je vais vous montrer les fiches qu'il faisait après, mais en tout cas, ça se fait en collaboration avec l'entraîneur parce que le joueur ou la cycliste, elle n'a pas tous les outils techniques et tactiques, elle n'a pas toutes les connaissances que vous avez développées depuis plusieurs années, donc forcément, le sportif, il a besoin d'être guidé sur ces questions-là. Les savoir-faire, donc être capable de lister des tâches quotidiennes, instaurer des habitudes de débriefing avec l'entraîneur, etc. Je te laisse passer. Donc là, on va revenir en détail de manière un peu plus précise sur ce qu'on a mis en place à l'ASVEL. Donc là, je vais revenir encore sur les 4 dimensions sur lesquelles je suis intervenue et surtout les outils. Donc après, il faut savoir que moi, je voyais les jeunes en entretien individuel toutes les 6 semaines. Et Mehdi les voyait également en entretien individuel tous les 6 semaines, donc on était en décalé. Donc dit autrement, toutes les 3 semaines, une fois par mois, en fait, le sportif, l'athlète avait l'opportunité de s'exprimer, de discuter sur son projet, sur ses progrès, sur son état d'avancement, sur son moment présent. Et en tout cas, il avait une porte ouverte pour échanger sur ces questions-là. Bon, moi, évidemment, un peu plus centré sur la question préparation mentale, mais c'était aussi l'opportunité pour voir si ce qui était proposé par l'entraîneur est bien assimilé, etc. Pour aussi également donner des informations constructives à l'entraîneur. D'accord ? Je n'étais pas là pour écouter des plaintes relatives à l'entraîneur, c'est pas la question, mais des fois profiter d'informations qui peuvent servir à l'entraîneur. On utilisait également des causeries collectives, donc vous connaissez, on réunit toute l'équipe et on se donne un thème sur lequel on intervient, donc
Je l'ai en particulier beaucoup utilisé sur la question de la cohésion, comment construire le groupe. Donc on se donnait 3 quarts d'heure et à la fin d'un entraînement ou avant un entraînement, on échangeait collectivement sur ces questions-là. Bon, après, il y a des règles de fonctionnement quand on regroupe l'équipe. Si on veut que chacun ou chacune s'exprime aisément, librement, sans se sentir jugé, il faut, on va le voir après, mettre un certain cadre. Mais presque toujours, j'étais vraiment surprise de l'effet positif et même de la satisfaction des jeunes, même des 15 ans, à s'exprimer. Après, évidemment, il y en a qui s'expriment très bien, et évidemment, il y en a qui s'expriment un peu moins bien. Donc, il y en a, il va falloir peut-être la 4e causerie collective pour que la personne, elle ose s'exprimer, mais en tout cas, il faut accepter que ça prenne du temps de parler de soi, aussi de pouvoir s'exprimer sur qu'est-ce que c'est pour toi la cohésion, qu'est-ce que c'est le groupe, des choses où pas forcément un athlète a l'habitude de réfléchir sur ces questions-là. Donc ne soyez pas freinés par l'idée que certains ne s'expriment pas, c'est pas de la mauvaise satisfaction ou du désengagement, c'est pour souvent de la timidité ou alors c'est difficile des fois d'avoir un avis. Sur certains thèmes, on a travaillé avec Mehdi, oui, sur cette question-là, il était présent. On a fait des petits groupes de 4-5 joueurs, ou cyclistes, parce qu'il y a des thèmes quand même qui méritent discussion et quand on est 12, c'est pas aussi facile. En particulier, on l'a fait sur 2 thèmes. Le premier thème, c'était la question de la gestion des émotions, parce que au-delà de la question, vous allez voir, on parle souvent, où je me suis présentée aux joueurs, qu'est-ce que c'est les émotions, etc. Même si on en parle de manière individuelle, c'est toujours intéressant aussi de trouver d'autres moyens pour parler de cette question des émotions. Et en fait, j'ai réunissé par 4, on avait 20 minutes, 4-5, Mehdi était là, et on se disait, bon alors, comment tu gères un avant-match, comment tu te prépares, est-ce que tu as peur? Si oui, est-ce que ça t'es surexcité, du coup t'es moins disponible, ou alors t'es plutôt désactivé, tout mou? Et en tout cas, ce qui était intéressant, c'était que chacun entende, oui, comme tout le monde, avant des matchs en jeu, on a peur, mais dire qu'on a peur, c'est pas simple, dans le monde sportif et même en général. Mais heureusement qu'ils ont peur et qu'il y a du stress, et après, c'était d'échanger comment, toi, sur une situation positive, tu as assez bien géré cette situation-là, et sur une situation d'échec, pourquoi tu l'as pas bien gérée? Et donc chacun s'est mis un peu à nu ou à oser en tout cas s'exprimer. Tout ce qui était fait est également dans le souci de la confidentialité, c'est que je leur expliquais évidemment que si un joueur qui s'exprimait, qui voulait bien s'exprimer dans le groupe pour dire ce qu'il avait ressenti et pourquoi il n'avait pas réussi telle situation, évidemment il devait pas ça devait pas sortir du cadre d'échange, et au niveau éthique, j'avais beaucoup insisté sur ces questions-là, de vraiment conserver la confidentialité de ce qui avait pu être transmis. Donc voilà, c'était en tout cas riche. Et le deuxième thème sur lequel on a intervenu par petits groupes, c'est la question de l'environnement, sur la capacité à gérer son environnement. Il y a la famille, il y a les amis, il y a l'école, il y a les agents, les dirigeants, etc. Et en fait, comme c'est des thèmes qui sont aussi des fois délicats à aborder, la dynamique de faire par petits groupes était intéressante. Donc voilà, je vais vous présenter après ce qu'on a fait un peu sur comment gérer son environnement, qui intervient sur quoi, entre les agents, la famille, les amis, l'entraîneur, qui intervient sur le basket, qui sort de son cadre, et comment rester concentré avec tout ce qu'il y a autour. L'autre moyen d'intervention, c'est que j'allais voir du coup tous les matchs à domicile. J'assistais à un entraînement par semaine et à une vidéo par semaine au sein de la structure. Donc voilà, et après entretien hebdomadaire, je voyais Mehdi une fois par semaine, on faisait un débrief, il me racontait un peu comment s'était passé la semaine. Donc voilà pour toute cette question-là. Oui, tu peux enchaîner. Donc là, j'ai mis de la tartine encore. C'est juste que quand on fait un entretien, en tout cas c'est un exercice que peut-être vous avez l'habitude de faire, mais c'est une technique qui mérite du temps et de la formation. C'est pas simple de faire parler vos joueurs, et ça nécessite de se prêter à l'exercice plusieurs fois. Donc on est efficace quand on a vraiment répété. Aussi parce que quand le joueur il connaît les thèmes qu'on va aborder, que ce soit avec moi ou avec Mehdi, il savait un peu sur quoi on allait parler, parce que sinon le temps
que le joueur ou la cycliste mette un mot, ça prend du temps, et évidemment, on le fait dans un lieu calme. Après, il y a deux postures à avoir qui nécessitent un apprentissage en tant qu'intervenant. C'est l'écoute active, c'est-à-dire être capable d'écouter, mais sans ajouter ces représentations, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ça va être ainsi, ça va être comme ça. C'est mettre des mots sur des émotions et des sentiments. C'est pas simple, hein, c'est regarder la personne, se taire, ne pas intervenir, même s'il y a des choses qui fulminent à l'intérieur de vous parce que vous pensez différemment, ou parce que c'est exagéré, ou parce que, etc. Il faut accepter de collecter l'information, et après, à vous de voir comment vous allez la traiter. Mais si, lors de l'entretien, s'il y a quelque chose qui vous horripile et déjà vous réagissez, c'est fermé, un litre, elle va être fermée, il va y avoir rien de constructif et de positif. Donc, bon, c'est pas simple, hein, parce que des fois, ça demande aussi à vous, que vous entendez des trucs qui vous mettent hors de vous, de gérer vos émotions sur les entretiens individuels et de faire verbaliser sans que le message, que le non-verbal fasse qu'on est énervé, qu'on n'est pas d'accord, etc. Mais voilà, c'est un exercice. Après, ça ne veut pas dire que c'est parce que vous écoutez que vous n'allez pas intervenir et dire que vous n'êtes pas d'accord plus tard. Après, c'est la manière, comment vous allez aborder le problème pour réagir face à ce qui vous a été donné. Mais bon, trop souvent, en fait, les entretiens fait qu'on n'a pas cette écoute active et du coup, l'efficacité de l'entretien est faible. Donc voilà, poser des questions sur ce qui est dit, éviter de les orienter. Et à ma grande surprise, moi je m'attendais, alors c'est une mauvaise représentation de ma part, que des garçons qui parlent à une femme de préparation mentale, je me suis dit, bon, je vais galérer. Et puis en fait, une fois que le cadre est installé, une fois que la confidentialité est installée, une fois qu'on leur donne le moyen de s'exprimer, en fait, les entretiens de 30 minutes, ils duraient 45 minutes. À chaque fois que je terminais l'entretien, je leur dis, est-ce que vous avez une question, un thème que je n'aurais pas abordé, etc. Il y a toujours une question, 2 fois sur 3, qui naît, que j'avais pas anticipé, qu'il avait envie d'échanger, verbaliser. En tout cas, j'ai été vraiment surprise de la volonté de parler, de partager, de dire ce qu'on ressent, et aussi peut-être parce que c'est pas un exercice qu'ils font fréquemment. Après, avoir une attitude bienveillante, c'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, les personnes que vous encadrez, il faut les aimer, il faut les apprécier, parce que sinon c'est compliqué de travailler avec elles. Accepter le joueur tel qu'il est dans l'ici et maintenant, donc être chaleureux, encourageant. Évidemment, les gens nonchalants, qui râlent et qui soufflent, les joueurs, etc., ben nous, ça nous horripile hein, en tant qu'enseignant ou entraîneur, mais on est tous des éducateurs, des accompagnateurs, il faut... si la personne elle est telle comme elle est, c'est parce qu'elle a son histoire, elle a son vécu. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne tout ce qu'elle fait, hein, mais il faut accepter comme elle est et essayer de trouver une médiane, le moyen d'intervenir avec elle pour la rendre meilleure. Voilà, c'est ce que j'aimais bien quand Pierre disait qu'il faut chercher la valeur de la personne plutôt que de pointer ses insuffisances. Alors, sur la question de la motivation, on travaillait beaucoup sur la question de fixer des objectifs de progrès, parce que les gamins, ils aiment bien la performance. De toute façon, tout est performance, les stats, les matchs, etc. Le sport insiste beaucoup sur cette question de performance. Donc, comme de manière naturelle, c'est présent, nous, en tant qu'accompagnateur préparatoires, c'est d'insister sur, ok, tu veux progresser sur quoi? Quels sont les objectifs d'apprentissage que tu veux mettre en place? Plutôt, s'intéresser sur les objectifs de résultats. Évidemment, qu'ils deviennent de plus en plus autonomes, et après on se questionnait sur leur projet professionnel et basket. Je te laisse enchaîner. Donc je ne vais pas revenir en détail, c'est juste un aspect théorique de comment on fixe des objectifs, parce qu'il y a des lignes de conduite à tenir, j'en ai déjà parlé. Il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, orientés vers l'action, réalistes, et qu'ils soient paramétrés en fonction du temps. Et qu'ils soient évalués soit à la séance, soit à la semaine, soit par mois. Mais en tout cas, ça prend du temps et de l'énergie, mais un réel suivi sur cette question des objectifs. Quoi qu'il en soit, la littérature, elle montre que quand j'ai des objectifs, ça génère moins d'anxiété. Ça développe la motivation, bien évidemment. Donc voilà, après moi je donnais aux sportifs assez souvent, pour qu'ils maîtrisent aussi l'outil, une fiche, quand tu te fixes des objectifs, même s'ils étaient formulés en collaboration avec Mehdi, et essayer de t'approprier l'outil, qu'est-ce que tu veux, quel est ton objectif, est-ce qu'il est réalisable. Donc il arrivait en fait lors de l'entretien en ayant déjà formulé des idées, qui du coup étaient améliorées et encadrées par Mehdi sur toutes les questions qui étaient de son registre. On voyait que l'objectif il doit être sous le contrôle de l'individu, d'accord. Gagner des matchs, c'est pas tout sous notre contrôle, sinon on saurait, ce serait facile de gagner des matchs,
Mais avoir des objectifs de gagner des matchs, ce n'est pas un objectif. Les avantages, les accompagnants, identifier les processus, les freins, qu'est-ce qui fait que si je veux être plus fort et prendre de la masse musculaire, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai accès à la salle de muscu tous les jours, pendant 2 mois. Il faut aussi, si je veux développer de la masse musculaire, sensibiliser à une certaine alimentation. Est-ce que je peux le faire financièrement, régulièrement, etc. Donc quels sont les freins? Est-ce que c'est important pour moi, etc. Alors, vous ne voyez pas très bien. Du coup, on arrivait à une fiche qui était proposée, je vous donnerai si ça vous intéresse, à chaque joueur. Alors, on peut dire que c'est peut-être assez exhaustif parce que Mehdi l'a bien détaillé et il est précis, mais en fait, chaque joueur partait avec des pistes de travail qui étaient tous les mois, en fait, évaluées, validées, remodifiées. Donc, par exemple, en défense, augmenter ton niveau d'intensité, progresser sur les 1 contre 1 en défense, comment l'attaquant il score, se centrer sur comment il score, feinter, utiliser ta taille. Tu as un joueur qui comprend le jeu, donc continue ta capacité à anticiper pendant les actions positives, avoir toujours un haut niveau d'activité défensive, des stunts ou autres trucs, là, les toucher les ballons, aller au rebond, etc. Donc voilà, de la même sur l'aspect tactique, courir, etc. Et sur le physique, poursuivre ton travail de renforcement musculaire. Plus tu seras fort physiquement, plus tu arriveras à t'engager sur les aspects mentaux. Continuer à travailler, être attentif, autonome, consacrer du temps aussi à continuer à shooter en dehors des temps d'entraînement. Donc ça, c'est la persévérance, c'est la capacité à faire des efforts en dehors de tout cadre. Donc voilà ce travail qui était donné. Alors, une fois que en fait, le joueur était convié, il proposait des pistes de travail, et après midi, ils s'accordaient tous les deux sur « ok, on va travailler sur tel aspect, est-ce que tu es d'accord ?» C'était validé, et du coup, ça guidait en fait les séances individuelles, et surtout individuelles, qui étaient mises en place, que ce soit en prépa physique, en vidéo, ou alors en technique. Voilà, je te laisse... Sur la question des émotions. Donc, gérer son stress d'avant-match. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait fait un petit travail par groupe de 4-5. On a également fait des entretiens. Généralement, c'était une question qui était traitée plutôt individuellement, s'il y avait des besoins de gérer leurs émotions. Gérer la frustration, par contre, c'était un projet collectif de l'équipe. Je vous l'avais dit, Pierre, il m'a demandé de travailler sur la cohésion de groupe, que les gamins ils soient capables à mieux gérer leur frustration face à l'erreur, aux décisions arbitrales, ou alors le fait d'être remplacé en fait pendant le match. Donc ça, par contre, c'était un message qui était relié souvent et répété par Mehdi lors des temps d'entraînement, lors des temps de causerie collective, etc. Et en plus, c'était connecté à notre projet de cohésion parce que si sur le terrain, je pète un câble et j'accepte pas d'avoir raté ou je m'énerve contre l'arbitre, forcément, ça va entacher mon équipe. Donc en tout cas, ça faisait deux thèmes larges qu'on a travaillé longtemps. Voilà, je te laisse passer. Sur l'aspect cognitif, donc ça après, c'était plutôt un travail que Mehdi réalisait. Moi, je le faisais pas. Je lui ai donné des outils et sur quoi je guidais les joueurs, mais c'est lui qui mettait en place lors des séances d'entraînement. C'est-à-dire que c'était bien Mehdi qui était quand même capable de voir. Moi, je ne pouvais pas dire si d'un coup le joueur était moins concentré, si ce n'est que je voyais que des fois une balle perdue ou vraiment n'importe quoi, je peux le voir, mais il y a des choses sur les déplacements, les aspects tactiques que je ne peux pas lire, qui sont dus à des mauvaises concentrations. J'ai compris hier aussi qu'il y avait des lay-ups qui avaient été, parce qu'il y avait des concentrations des grands. Là. Donc bref, moi je ne peux pas le lire, mais par contre j'ai donné des outils à Mehdi qui interviennent sur la question de la concentration, sur sa représentation de soi, qui je suis, alors qui il est, c'est l'entraîneur, hein, qu'est-ce que tu es, quelle est ta personnalité de basketteur, qu'est-ce que tu es, la représentation de l'adversaire, parce que souvent aussi... elle est erronée, puis ils ont tendance à survaloriser l'adversaire. Donc on travaillait également quand on jouait sur des gros joueurs en face, on avait identifié les qualités des gros joueurs et comment en fait, quelle stratégie on avait pour les contrer. Et après, l'autre rôle là, c'était le rôle de Mehdi d'interpréter les performances collectives. Moi je n'étais pas capable de dire s'ils avaient respecté le projet de jeu, si c'était physique, c'était pas à moi d'intervenir, mais en tout cas la justesse de l'explication de la performance, de la victoire et de la défaite, c'est une qualité importante de l'entraîneur. Et souvent, d'ailleurs, il y a un décalage entre l'interprétation des joueurs de la performance et celle de l'entraîneur. Une des raisons, c'est que vous avez les connaissances, les compétences technico-tactiques, physiques, etc., qui permettent d'interpréter peut-être mieux le match. Donc voilà, en tout cas, c'est une qualité importante. Je te laisse passer.
Ah. Ah si, pardon. Je n'ai pas vu que ça ait changé. Sur l'aspect relationnel, donc sur la vie de groupe, on va le voir après parce qu'on a dressé des documents sur la question de la cohésion. En fait, la cohésion, je ne vais pas vous faire un cours théorique, mais d'un côté la cohésion opératoire, d'un côté la cohésion sociale. Et en fait, on a la croyance que plus les joueurs ils s'entendent bien, plus ils sont potes et plus ils vont être performants. Sauf qu'en fait, on s'en fout de la cohésion sociale, si des personnes avec lesquelles on joue, si on est amis ou pas amis. C'est pas ce qui va être un déterminant de la performance. Au contraire. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Et d'un côté, on a la cohésion opératoire qui renvoie à la capacité de l'entraîneur de bien connaître ses joueurs, donc dans le recrutement, choisir ses joueurs, j'en sais rien, moi, sur la qualité de tir, en tout cas qui vont amener une plus-value au projet. Donc c'est la connaissance de leurs joueurs, la capacité à leur faire accepter leur rôle, alors les temps de jeu, leur rôle, le statut, etc. Et c'est ça la cohésion opératoire en fait. Plus l'entraîneur sera précis sur le recrutement de ses joueurs, sur les attentes, sur ce que la personne a à faire sur le terrain, et meilleure va être la cohésion opératoire et meilleure va être la performance. Et j'ai envie de dire à côté de ça que les personnes elles ont des sentiments affinitaires, c'est une plus-value. C'est plus agréable d'avoir un groupe qui s'entend bien, mais ce n'est pas un déterminant de la performance. Dit autrement aussi, parce que si vous avez deux personnes qui s'entendent très bien, en fait, des affinités exclusives dans un groupe, eh ben, elles vont rester tout le temps ensemble, et elles vont oublier d'ailleurs les autres membres du groupe. Donc quand on a des personnes affinitaires très proches, c'est compliqué, et puis même de manière opératoire, si je joue avec mon super pote et qui fait quelque chose de pas très juste, je vais peut-être avoir du mal à lui dire parce que justement c'est mon super pote. Donc voilà, cette question de social opératoire, il faut sortir un peu de cette croyance que le social va me rendre meilleur. Généralement, en plus, on est dans cette perception où, tiens, je vais faire les 2 jours de stage, on va aller en camping et on va faire des matchs et on va jouer à la pétanque et on va boire des bières. Donc oui, c'est bien, c'est agréable, mais c'est pas ce qui va construire votre équipe. C'est-à-dire que si vous ne structurez pas votre équipe de manière opératoire, ça ne va pas être un déterminant de la performance. Bon, après, vous pouvez toujours faire, du coup, les entraîneurs me disent alors, il ne faut plus faire des stages de cohésion et tout. Si, il faut les faire, mais par contre, il faut s'assurer est-ce que tout le monde parle à tout le monde. Donc Pierre avait l'habitude, quand il avait l'équipe de France, de faire des plans de table, de faire, nous en cyclisme, on fait les plans on aménage les chambres parce qu'il y a des filles qui se connaissent pas du tout, et en 6 jours, il faut qu'on prépare le championnat du monde. Donc il faut que dans ces temps informels, on profite d'aller vers l'autre. Si on ne le fait pas, elles vont faire quoi les filles? Elles vont rester entre elles, elles vont rester avec leurs potes, elles ne vont pas chercher à connaître l'autre. Donc si vous faites ces temps collectifs de 2-3 jours de cohésion, il faut organiser en fait les interactions et naturellement on va aller vers les personnes qu'on apprécie et pas faire l'effort d'aller connaître la nouvelle personne qui est inclue dans le projet. Et également aussi, il y a souvent aussi des effets générationnels jeunes et un peu plus anciens, driver les personnes un peu plus expérimentées, est-ce qu'elles accompagnent également les jeunes? Sinon vous allez avoir les anciens d'un côté et les jeunes de l'autre. Donc c'est possible de faire des moments de cohésion, de vie conviviale, des stages, etc. Mais il faut avoir d'ailleurs une démarche, une réflexion sur l'organisation de ces journées, sur les moments de table, les moments d'échange, etc. Là c'était juste pour l'anecdote, c'est quand les filles elles sont championnes du monde à Binda en 2014, donc là c'est Pauline Ferrand-Prévot et ses coéquipières. La difficulté dans le cyclisme, c'est déjà parce qu'il n'y a que elle, Pauline, qui gagne beaucoup d'argent pour vivre du vélo. Et elle, là, elles ont un mi-temps généralement à la mairie, elle est ingénieure, et elle gagne 1 000 € avec leur team. Donc déjà, je travaille sur la cohésion, et puis à la fois, il y a des statuts différents. En tout cas, c'est vraiment... il n'y a que Pauline qui vit de son métier. Il y a aussi le fait que, au cyclisme, les filles, elles s'arrachent un peu la gueule pour protéger la leader. Donc, pendant 50 minutes, je garde Pauline, puis après, j'explose. Parce que j'ai géré les attaques, j'ai été tellement concentrée que elles ont abandonné en fait, tellement qu'elles ont été concentrées sur le projet de protéger Pauline au début. Après, c'était elle qui protégeait Pauline vers la fin, et c'est elle qui l'accompagnait au sprint. Et à la fin, il n'y en a qu'une qui gagne. D'ailleurs, il n'y en a qu'une qui a le titre de champion du monde, alors que, j'ai envie de dire, c'est dégueulasse, parce qu'elles ont respecté un peu la stratégie collective, et elles ont tout fait pour que Pauline gagne, et c'était le leader identifié, etc. Donc tout était clair sur les rôles, ils étaient acceptés, la stratégie, elle a été parfaitement huilée.
mais à la fin, il n'y en a qu'une qui a le maillot de champion du monde. Donc et puis il n'y a que elle qui va avoir des retombées médiatiques d'avoir été champion du monde, etc. Et puis derrière, en plus, quand elles sont championnes du monde, Stade 2, ils appellent l'entraîneur national, ils disent ben, on va faire une interview avec Pauline Ferrand-Prévôt. Donc toi, ça fait 2 ans que tu travailles sur la cohésion de groupe, et puis à la fin, Stade 2, ils interviewent que Pauline, quoi. Donc, évidemment, on avait anticipé la question, j'avais anticipé deux choses. La première, c'est qu'il fallait qu'on s'organise, s'il y avait victoire, que tout le monde soit sur le podium, parce que quand il y a une qui pète à 40 km, eh ben, il faut qu'il y ait... Bon, après, l'avantage des championnats du monde, c'est qu'il y a toutes les équipes nationales, donc il y a plus de personnes ressources, il y a plus de kinés, etc. Il fallait anticiper que s'il se passait quelque chose, il fallait qu'on les ait à l'arrivée, parce qu'imaginez la même photo sans les 2 autres qui avaient fait le boulot au début, et ben, les filles, elles les ont gros sur la patate. Et après, quand Stade 2 a interviewé, ben, au début, l'entraîneur national a fait « Ouais, pas de problème, on fait Pauline ». Mais je lui ai dit « Mais attendez, attends, c'est pas possible. On vient de travailler 2 ans sur la cohésion, apprendre à communiquer, à échanger. Elles ont accepté le statut et tout, etc. Et puis, on ne peut pas interviewer que Pauline, c'est pas possible, quoi. Donc c'est soit on refuse d'interviewer le Stade 2. Bon, malheureusement, le cyclisme féminin, c'est pas très mis à la télé. Mais on ne peut pas faire tout seul, parce que derrière, après, il faut récupérer le groupe. Tu vas refaire travailler sur la cohésion, et puis les autres, ils vont dire, bah ouais, mais moi, Stade 2, ils m'ont pas posé de questions, quoi. Par contre, je me suis arraché la gueule pendant 50 km pour protéger Pauline. Et voilà. Donc voilà, en tout cas, c'est des questions par rapport au groupe. Il faut toujours être vigilant et anticiper certaines problématiques. Ben là, c'est un bon problème, hein, elles sont championnes du monde. Mais voilà, en tout cas, la relation avec les médias, la valorisation avec les médias du groupe. Est-ce qu'à chaque fois, j'expose mon leader? Oui, comment? Toujours ou pas? Et en tout cas, on avait anticipé aussi le fait que Pauline, elle mette en valeur son groupe et qu'elle explique le rôle qui était prévu de chacune pendant la course. Donc voilà, c'était pour l'anecdote, mais en tout cas, c'est pas toujours équitable dans la victoire. Alors bon, là, je vais pas vous laisser dire, c'est un compte rendu du coup de comment on a travaillé sur la question de la cohésion de groupe. En fait, bon, déjà, on les a un peu regardés avant, on n'est pas arrivé à leur dire tiens, il faut se taper dans les mains, il faut checker, il faut applaudir, etc. On a d'abord échangé en fait une première fois sur les objectifs de performance collectif et quels moyens ils mettaient en place pour les atteindre. Donc après, quels moyens, bien écouter, être concentré, bien s'entraîner, etc. Et puis à un moment donné, après, d'ailleurs, est arrivé d'autres questionnements qui sont super riches, qui sont comment gérer en fait, quand je joue contre des équipes un peu plus faibles, ben, généralement c'est moins attrayant et du coup je mets moins d'énergie et du coup ces matchs ils sont pas très enrichissants. Bon, bref. Et du coup après on est arrivé sur la question de la communication. C'est-à-dire on a des objectifs collectifs de performance et puis comment au quotidien sur le terrain on communique et du coup comment on valorise les uns et les autres. Il y a quoi après? Voilà. Et donc du coup on a eu une première réunion où on a fixé les objectifs, tu peux remettre avant? On a fixé les objectifs collectifs et après je les ai regardés plusieurs fois en match et après on a essayé d'échanger sur comment en fait communiquer positivement, efficacement et positivement. Après tout le monde ne peut pas s'exprimer sur le terrain, quand on peut s'exprimer, quels sont les temps morts, qui est la personne relais avec l'entraîneur, quel est le rôle du capitaine, etc. Voilà, après c'est une vidéo que je leur avais montré en amont. Donc moi désolé, c'est du basket féminin. Et en fait, c'était lors du match, c'est un montage que j'ai fait lors du match France-États-Unis qui a eu lieu en 2015 ou 2014. Et en fait, les Américaines n'avaient jamais perdu depuis 6 ans et là elles perdent contre la France. Et moi, ce qui m'avait épaté sur ce match-là, donc après j'avais fait un montage sur 2 leaders qui sont Torazi et Souberg, qui sont, on les voit pas plus ni moins sur le terrain à l'échauffement, qui managent le groupe, qui communiquent. Et en fait, sur ce match-là, donc la France gagne, donc quand même, elles n'ont jamais perdu depuis 6 ans, et j'ai jamais vu à aucun moment une frustration sur le terrain. Bon, après, comment c'est inculqué, etc. Donc on a mis en évidence que quand ils rentrent sur le terrain, ben, elles en imposent, elles sont énergiques, il y a de l'énergie. Donc on a mis, à chaque fois elles font des huddles pour se regrouper, pour communiquer. Dès qu'il y a un lancer franc, dès qu'il y a une faute, il y a huddle, donc c'est systématisé. Donc elles en profitent à chaque fois. C'est aussi des temps de récup en fait que vous créez hein, quand vous échangez. Hein. Les arbitres ne vont pas vous interdire de faire un huddle. Hein.
accueillir les joueuses sur le banc, l'énergie positive. En tout cas, c'est des exemples qu'on peut prendre en tout cas de l'équipe américaine féminine. Donc c'est pas trop long. Donc là, c'est ma country qui quand même... Quand je sors, je fais pas la gueule parce qu'il y a une personne qui va me remplacer, qui a autant d'énergie, qui va apporter à l'équipe. C'est important. L'idée, c'est que le banc se lève pour apporter de l'énergie, accueillir les filles, etc. Quand je sors, je cours, hein, je suis pleine d'énergie. Donc en fait, l'idée, c'était de montrer des vidéos de comportements positifs, quand communiquer, comment communiquer dans certains moments, pour pouvoir travailler sur cette question de la cohésion. Donc, il y a le capitaine qui joue le relais de ce que dit le coach. Donc là, on n'a pas de leçon, mais en tout cas, elle échange avec lui, elle renforce ses choix, et en tout cas, c'était plutôt très exemplaire. Alors, du coup, face à ce deuxième échange, on a écrit avec les joueurs, on s'est inspiré de cette vidéo. Hein. L'idée, c'était pas de les forcer, hein. C'est un guide. Ils prennent, ils prennent pas. Parce que bien sûr, il y a un joueur qui nous dit on est obligé de faire ça. Non, t'es pas obligé. Après, c'est soit tu t'y retrouves, soit tu t'y retrouves pas, mais on va pas forcer la nature. Mais on avait quand même du coup travaillé sur cette idée de cohésion, de transmettre de l'énergie positive, relever son partenaire, féliciter un équipier qui réussit, encourager celui qui échoue. Quand je marque un panier, je pense aussi à féliciter le poste 5 qui a fait 12 écrans et qui vous a permis d'avoir un tir facile, d'accord? Valoriser ceux qui font le travail un peu moins sexy de marquer des points. On s'était assuré que entre nous, on communique que si c'est constructif et positif pour l'action d'après. Si c'est pas constructif pour l'action d'après, on en parlera au temps mort, on en parlera plus tard. Mais c'est-à-dire que quand j'échange, il faut trouver le moment opportun. Si ça sert à rien de le dire tout de suite, on ne le dit pas tout de suite. Donc il faut qu'ils en prennent conscience, etc. Tourner vers la suite, rester, de ne pas ressasser les erreurs, mettre les formes. Il y avait aussi, du coup, on avait fait une troisième causerie où on avait édité un peu toutes ces attitudes. Donc rester connecté au jeu. Quand je suis sur le banc, je regarde comment ils défendent, comment ils marquent. J'encourage les joueurs qui sont en difficulté. Quand je sors, comme les Américaines, je ne fais pas la gueule, j'encourage celui qui rentre. Également mon staff, parce que on veut que nos jeunes soient concentrés, mais à côté il y a le kiné qui fait des blagues. J'ai rien contre le kiné. Le préparateur physique qui discute avec un joueur de Pro A qui finalement arrive de sa séance de PP et qui a un peu de temps et qui veut papoter avec le préparateur physique. Et puis le kiné, il n'a pas vu son pote depuis un moment, donc il délire. L'assistant, il est en train de rigoler avec l'assistant de l'équipe d'en face. Et nous, on demande aux joueurs d'être concentrés et on montre pas d'exemple en fait. Donc il fallait aussi que les joueurs blessés aussi, parce que sinon les joueurs blessés ils font quoi? Ils s'assoient sur leur banc, ils regardent Twitter et Facebook. Donc comment on veut travailler sur la cohésion si on ne régule pas un peu un certain nombre de comportements? Donc joueurs blessés, staff technique, physique et médical, qui sont connectés au banc en tout cas, doivent transmettre de l'énergie positive. Ça ne sert à rien de venir sur le banc si vous n'êtes pas imprégné ou si le match ne vous intéresse pas. Hein. Encourager, être disponible, être présent dès l'échauffement. Donc on avait fait cette fiche qu'ils s'appropriaient comme bon ils le voulaient, puis après on s'était revus. J'ai fait des retours vidéo, je vais vous montrer une vidéo par rapport à cette question-là pour voir, j'ai fait 3 retours vidéo sur 3 matchs pour qu'ils se rendent compte que comment ils se comportent, c'est pas facile. Hein. Je m'intéresse à qui s'exprimaient sur le terrain, et après on s'est réunis une 3e fois où finalement forcément, celui qui était un peu rebelle, il n'avait pas besoin qu'on lui dise, qu'on lui tape dans l'épaule quand il avait raté quelque chose. Donc, non, autant on avait fait un truc générique, et après, un mois après, on s'était accordé sur le fait qu'on adaptait à l'individu. Par exemple, il y en avait un qui était très empathique, il fallait qu'on soit chaleureux, qu'on lui tape dans la main, si on prenait Lisa Yacoubou, il faut lui fournir de l'amour, lui taper sur l'épaule, lui dire qu'elle est la meilleure, qu'elle va y arriver. Il ne faut pas hésiter à lui en donner. Il y en a d'autres, ça ne sert à rien de leur en donner, parce que pour eux, c'est un aveu de faiblesse.
Donc voilà, après on a réadapté un peu individuellement ce projet collectif. Si je te laisse... Non, si tu viens sur la vidéo et si tu descends là. Donc je prenais simplement, je l'ai fait 3 fois sur 3 matchs, je reprenais la vidéo sur Keymotion là. L'idée c'était de revenir sur la grille, comment le staff se comportait, valoriser là les efforts du poste 5 qui faisait des écrans et finalement que c'est pas lui qui marque le panier, mais en tout cas il faut penser de lui, à le féliciter parce qu'il est venu là, il est venu là, puis après il est venu récupérer un ballon là, c'est pas que ceux qui marquent des points. Donc voilà, donc je revenais sur des sections de 4 minutes après en fait leur séquence vidéo, je leur montrais ces petits retours là. Comment s'encourager, etc. Là, c'était la question de la concentration. Quand il y a un tir, en fait, c'est toujours 2 secondes où le joueur, en fait, il se relâche et avant qu'il aille au rebond, donc on revenait également sur ces aspects-là. Et on s'était encore réunis une fois sur la question de la communication, sur la légitimité. À un moment donné, je lui dis, est-ce que vous vous pensez tous légitimes en fonction des connaissances technico-basket, etc., que vous avez, pour dire à meneur, non, tiens, tu t'es mal placé là, il faudrait que tu te places là. Donc, il y a mes 2 postes 5 qui étaient là, ils m'ont dit non, moi je pense que j'ai pas assez de connaissances, c'est trop compliqué déjà de me concentrer sur ce que j'ai à faire, que je ne vais pas aller dire aux autres ce qu'il a à faire. Donc voilà, très bien, je sais que lui déjà, se centrer sur ce qu'il a à faire, ça lui prend beaucoup d'énergie, donc il ne faut pas hésiter que les autres le drive. Donc voilà, c'est quelle communication j'aimerais avoir avec la ligne de conduite plutôt collective, d'échanger de manière constructive et positive. Je te laisse enchaîner et je descends normalement. Non, tu n'avais pas éteindre? Éteindre et... Passer à la diapo suivante. Donc là, c'était juste... quand on parlait de l'environnement, en fait, lorsqu'on a regroupé les gamins par 4 ou 5, si vous voulez, à des moments, on voyait des gamins qui avaient des comportements sur le terrain par rapport au rôle qu'attendait l'entraîneur, qui était, à un moment donné, il avait shooté 15 fois alors que ce n'était pas ce qui était attendu par l'entraîneur. Il y avait des choses qui étaient bizarres. Et oui et non, parce qu'on savait du coup que dans la semaine, il y avait un agent qui l'avait appelé, qui lui avait dit que l'entraîneur ne lui faisait pas confiance, qu'il ne jouait pas assez, qu'il tirait pas assez, et que s'il tirait pas beaucoup, ça allait être compliqué pour lui d'avoir un club, etc. Donc voilà. Je pense que les histoires avec les agents, vous en connaissez mieux que moi. Mais l'idée, c'était de clarifier qui fait quoi, en fait. Il y a plein de personnes qui sont là pour vous fournir plein d'attention et d'amour, mais qui fait quoi? L'entraîneur, lui, il s'intéresse aux techniques, aux tactiques, au physique et au mental. Ok. Souvent aussi, on a aussi les anciens entraîneurs qui vous ont entraîné et qui vous permettent, à la fin du match, de vous faire une petite analyse du match. Donc, pas simple. Donc, ces personnes-là qui sont plus connectées dans votre projet du moment et qui viennent vous donner un avis alors que vous ne l'avez pas demandé, il faut que le joueur il prenne de la distance avec ça. Et normalement, les personnes qui vous ont accompagné avant sont là pour vous fournir un soutien affectif et pas pour encore vous donner un avis sur ce que vous avez à faire sur le terrain. C'est pas simple. Les parents et la famille, pareil. D'ailleurs, en fait, l'idée, c'était d'intervenir sur la question des agents et des parents, parce qu'il y avait souvent des parents surinvestis. Et on s'est retrouvé aussi avec un gamin qui avait fait n'importe quoi sur un match, parce que son père lui avait dit de tirer plus, et que l'entraîneur ne mettait pas en valeur, etc. Donc l'idée, c'était d'échanger avec eux, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord, sur le fait que non, les parents doivent intervenir sur l'aspect technico-tactique. Mais bon, quand vous avez le discours de l'entraîneur et puis encore un discours du parent, même s'il a été entraîneur, bon, donc j'insistais sur le fait que les parents doivent fournir de l'affection, être disponibles, être là pour l'aspect logistique, mais ne devraient pas intervenir sur l'aspect technico-tactique. C'est pas simple, ils n'étaient pas tous d'accord. Bon, après les médias, etc. Puis les agents. De la même manière que le médical devait s'intéresser au médical et pas donner son avis sur la prestation du joueur. Donc c'est recadrer les rôles et les missions des uns et des autres, c'est pas simple. Et les agents sont censés s'intéresser à des aspects juridiques, les assurances, les contrats, les prises de contact, les relations avec le club, et ne pas intervenir
sur votre insatisfaction à jouer plus, sur votre style de jeu, etc. Donc voilà, l'idée c'était de les sensibiliser. Après, ça prend du temps et de l'énergie parce que, voilà. Donc voilà, tu peux passer. L'idée là, c'était juste ce que j'avais présenté aux joueurs de manière un peu conférenciée au début sur nos missions, en fait, qui étaient à l'ASVEL, sur la préparation mentale, être connecté aux autres, gérer sa frustration, se fixer des objectifs, gérer ses émotions, se concentrer, savoir s'organiser. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est la préparation mentale. Donc je passe beaucoup de temps de manière pédagogique à expliquer ce que c'est. Et après, ils mettent en mots. Je te laisse passer. Donc là, c'est pareil sur la cohésion, porter attention à ses équipiers, avec des images, s'encourager, etc. Donc ça, si ça vous intéresse, de toute façon, je vous le donnerai. Là, c'est sur la gestion de la frustration, donc que c'est important. C'était un projet collectif affiché par le centre de formation de l'ASVEL, et que c'est des choses sur lesquelles ils allaient être accompagnés, évalués. Et ouais, là, je te laisse passer, c'était sur les aspects. Non, voilà. Après, là, c'est une fiche qui les a aidés à checker, en fait, une fois qu'on a bien expliqué ce que c'était la préparation mentale, qu'est-ce que tu fais, toi? Donc, est-ce que tu valides? Oui ou non, par exemple. Donc, se fixer des objectifs, est-ce que je me fixe des objectifs de progrès à chaque entraînement? Par exemple, etc. Tu fais oui ou non? Et donc, tu devais checker. Après, est-ce que tu te fixes des objectifs de progrès à 3 mois, à 6 mois? Est-ce que tu te fixes souvent des objectifs de performance? Donc, bien sûr, il faut en fixer, mais il faut aussi qu'il y ait des objectifs de progrès. Et est-ce que je suis autonome? Est-ce que je prends des initiatives pour... Je sais ce que j'ai à travailler, je suis ponctuel, je me prends en charge quand je suis blessé, je demande au coach de faire des séances supplémentaires, je me gère sur la préparation invisible sur les repas, je me gère également sur comment récupérer, etc. Donc au moins, l'idée c'était de mettre en mots et de valider ce qu'ils faisaient plus ou moins. Je te laisse passer. Sur la question des émotions, est-ce que je gère mon stress d'avant-match? Est-ce que je suis efficace sur un match en jeu? Est-ce que je suis efficace quand il y a la présence de ma famille dans les tribunes? Est-ce que je suis efficace quand il y a la présence des agents ou des sélectionneurs nationaux dans les tribunes? Sur la gestion de la frustration par rapport à l'arbitrage, est-ce que, de toute façon la vidéo, on voit très vite ceux qui s'énervent. Je ne suis pas frustré, énervé malgré les décisions arbitrales. Quand je rate un panier, quand je fais une erreur, je ne suis pas frustré quand je suis un remplaçant. Du coup, après l'idée c'était que dans l'accompagnement, ils checkent un peu plus de choses et qu'ils soient un peu plus compétents sur différentes dimensions. Je te laisse passer, c'est la question de la concentration. Je sais me concentrer à ce que j'ai à faire en attaque, je sais ce que j'ai à faire en défense, je connais mes qualités, mes limites, celles de mon adversaire, j'ai préparé les matchs, je sais analyser justement mes performances, ce qui n'est pas un exercice facile, qui est généralement fait avec l'entraîneur. Je demande à mes entraîneurs de mieux comprendre ce que j'ai réalisé dans des matchs ou moins bien réalisé. Et enfin, le dernier aspect, c'est sur l'aspect relationnel, cohésion. Je comprends mon rôle dans l'équipe et je l'accepte, ça c'est la base. Je vais vers les autres lors des entraînements, je soutiens facilement les autres, je les félicite. Je ne chambre pas mes coéquipiers sur leur performance. Alors, ça existe toujours, mais j'essaie d'atténuer le chambrage en fait. C'est un exercice, je sais qu'il y en aura toujours, mais il ne faut pas que ça devienne un mode de communication systématique, parce que des fois ça peut blesser et être blessant. Je valorise mes partenaires en leur portant l'attention, je comprends le rôle de l'environnement, la famille, etc. Donc j'avais remis en mots de manière différente toutes ces questions-là. Voilà, ben là c'est sur l'aspect mental de l'équipe, tu peux passer. Et sur la question de la motivation, je vais essayer d'accélérer. Certes, il y a la question de fixation d'objectifs, et il y a 3 sentiments qui sont importants. Sentiment de compétence, de faire en sorte que vos sportifs se sentent compétents dans les exercices que vous proposez, donc pas en situation d'échec. Le sentiment d'autonomie, c'est l'exercice le plus difficile de rendre ces sportifs autonomes. Ils devraient être capables de comprendre quel type d'exercice ils pourraient faire pour développer telle habileté. Donc c'est les tendre vers leur donner des responsabilités dans les contenus d'entraînement. Donc c'est pas facile quand on gère un collectif. Mais plus la personne elle va se sentir autonome et elle va s'engager de manière intrinsèque, et plus elle va être motivée, plus elle va être investie. Et ça demande aux joueurs qu'ils aient un côté réflexif, à se poser des questions, comment je développe telle qualité, donc ça va prendre du temps et de l'énergie, mais des fois il faut être capable de lâcher prise sur des contenus d'enseignement. Aujourd'hui vous êtes libre, vous avez 20 minutes pour vous, il ne faut pas le dire le jour même parce qu'il faut qu'ils se préparent. Au début c'est pas top, et après quand même ils y mettent du sens et c'est mieux. Et enfin, sentiment d'appartenance, j'en ai longuement parlé de la question de la cohésion, donc voilà. Là je vais vous laisser, je vais passer. C'est comment développer la compétence, donc il y a un ensemble de stratégies, avoir des attentes claires, encourager, donner des feedbacks positifs,
expliquer le succès par des choses contrôlables, etc. Je te laisse passer. De la même manière, soutenir l'autonomie, c'est-à-dire donner des explications, leur laisser prendre de la responsabilité, etc. Je te laisse passer sur la question relationnelle aussi, sur tout ce qui est l'aspect proximité sociale. Je voulais quand même parler un peu d'estime de soi, parce que quand on encadre les jeunes, moi c'est une ligne de compte qui m'anime. Qu'est-ce qui fait qu'on s'estime et qu'on s'apprécie en tant que personne? Il y a 5 domaines en fait qui nous nourrissent, tout à chacun. Un, la compétence scolaire ou professionnelle, c'est notre travail. Pour les plus jeunes, c'est leur efficacité à l'école en fait, leur projet scolaire. La compétence physique, eh ben, c'est leur compétence dans le centre de formation, l'aspect basket. L'apparence physique, eh ben, surtout à l'adolescence où il y a des périodes où en fait les gamins ils grandissent vite, des fois il y a des grands qui sont pas musculeux, donc c'est une période de déséquilibre. C'est pour ça qu'il ne faut pas chambrer en fait, parce que des fois même des remarques sur l'apparence physique c'est très blessant. Et parce qu'ils sont dans le repère d'être super musclés, des joueurs Pro A et de NBA, etc. On s'intéresse à l'acceptation par les pairs, mais pas non plus que des coéquipiers. Je faisais toujours attention à ce que les jeunes qu'on est, c'est pas simple, parce qu'ils aient une mini-vie sociale à côté des temps de basket, soit des amis à l'école, pour trouver un équilibre et pour changer un peu leur environnement. Et là, c'est la relation attitude-conduite. Est-ce que le jeune, il fait des conneries ou pas? Donc je vais vous prendre un exemple. Moi, j'avais un jeune, il était en échec scolaire. Il était grand, il faisait 2 mètres, il était en train de grandir, il ne prenait pas de masse musculaire. On voulait faire jouer poste 3, forcément, quand tu fais 2 mètres 5 poste 3, eh ben, il faut un peu du temps pour développer certaines habiletés. Mais le problème au basket, c'est un problème des fois, je pense, en centre de formation, c'est qu'il faut jouer tous les samedis. À des moments, si on veut développer un joueur, je pense qu'il faut peut-être se donner 3 mois pour le développer et le mettre sur le terrain après. Je ne sais pas, parce que l'attente de la performance fait que ce joueur, comme il était en échec, parce qu'il n'avait pas encore tous les outils technico-tactiques, physiques et mentaux pour jouer ce poste-là, et là, du coup, on est dans une spirale, j'y arrive pas, je fais des mauvaises passes, je me dribble sur le pied, je suis pas bon, j'ai pas de temps de jeu, etc. Et c'est compliqué. Il était du coup en adolescence en train de mouvance physique, il était plutôt rejeté par les coéquipiers de son équipe et à l'école, et il se comportait plutôt mal. Donc moi je m'intéressais toujours à l'équilibre en toutes ses dimensions, c'est-à-dire que s'il était en échec scolaire, au centre de formation de l'ASVEL, il ne s'y retrouvait pas, il n'était pas satisfait de son corps, etc. En tout cas, c'est une grille de lecture. Quand on cherche à connaître l'individu, on essaie de s'intéresser si ça se passe bien à l'école ou dans son travail. On essaie de savoir s'il a plutôt une vie sociale. Et en tout cas, il y a d'autres dimensions que l'aspect basket sur lequel on devrait s'imprégner. Ouais, je te laisse passer, pardon. Et je vais finir un peu sur la question de la confiance en soi, parce que c'est une question qui me revient souvent. L'entraîneur, il n'a pas confiance en moi, il ne donne pas tant de jeu. Ou alors l'entraîneur, il me dit, ce joueur-là ou cette cycliste, elle n'a pas confiance en elle, je ne sais pas quoi faire. Bon, il y a 5 déterminants de la confiance en soi, donc il y a 5 leviers sur lesquels vous, en tant qu'entraîneur, vous pouvez intervenir. Le premier, de mettre la personne en situation de réussite. Donc évidemment, si dans toutes les situations que vous lui proposez, elle est en situation d'échec, ça va être compliqué. Donc y aller progressivement dans les exercices que vous proposez. L'effet d'imitation, le fait de voir quelqu'un d'un niveau équivalent au sien réussir, donc en fait ça renvoie aussi à la question de l'observation. C'est pas non seulement je fais mes exercices pour moi, mais je suis capable d'observer un autre joueur qui va m'apprendre en fait ce qu'il y a à faire, et comme il est du niveau équivalent au mien, tiens, il est capable d'y arriver, je suis capable d'y arriver. Donc ça renvoie à l'apprentissage par observation. L'imagerie mentale, plus je m'imagine en train de réussir, c'est une longue technique, c'est une technique à maîtriser, plus je m'imagine en train de réussir et à être efficace, et plus je me répète la situation que quand je dois driver, j'en sais rien, moi je dois penser à telle chose et regarder tel aspect, etc., plus je répète mentalement et plus ma confiance va être élevée. Donc l'imagerie mentale, vous pouvez l'utiliser. Après, à vous de vous intéresser un peu à cette technique-là, mais ça peut être un facteur de confiance en soi. La persuasion verbale. Vous devez, c'est votre métier, convaincre vos sportifs qui sont capables d'eux. Ça renvoie au sentiment d'efficacité personnelle, à la confiance en soi. Je t'accompagne, je pense que tu es capable de réussir et d'y arriver, il faut que tu penses à telle information, etc. Il faut au quotidien persuader ces joueurs, les convaincre que les contenus que vous mettez en place, et malheureusement ça prend du temps et de l'énergie, mais c'est un exercice quotidien à mettre en place. Donc c'est l'entraîneur qui convainc le joueur, et puis c'est le joueur qui s'auto-convainc, c'est ce qu'on appelle le dialogue interne positif.
je suis capable d'y arriver, rappelle-toi, dans telle situation, il faut que tu fasses flare screen, je sais pas quoi, et à la fin tu tires. En tout cas, le dialogue interne positif et la persuasion de l'entraîneur nourrit la confiance en soi. Et enfin, le dernier facteur de la confiance en soi, ce qu'on appelle l'éveil émotionnel, c'est la capacité à gérer ses émotions. Et plus j'ai d'outils pour gérer mes émotions face à mes réussites ou à mes échecs, plus je les comprends et plus je vais être efficace. Je vais en arrêter là parce que je crois que j'en ai encore plein. Merci, et si j'ai des questions, je veux bien répondre à vos questions. Comment tu manages un leader négatif dans un groupe? Alors, déjà, un leader négatif, mais qui est performant. J'imagine que c'est ça. Un fort qui fait chier, en fait. J'exagère. Alors, évidemment, il faut le prendre jusqu'à tel point que s'il sort du cadre que tu proposes sur la cohésion, sur la frustration, sur le respect des autres, sur le respect des autres qu'il y a dans l'équipe, s'il est borderline, tu le prends jusqu'à ce qu'il soit borderline, et après, moi, je pense que quand il dépasse et qu'il ne respecte plus les règles, bah, même s'il est super fort, il va tellement entacher la confiance et la motivation des autres que tu ne vas pas t'y retrouver, quoi. Donc, à un moment donné, il faut l'accompagner parce que on va essayer, hein. Il est sûrement qu'il est négatif parce qu'il a son histoire, il a son vécu, peut-être parce qu'on l'a traité de star et d'un coup, il vient dans ton équipe et il ne comprend pas, en fait, que tiens, je vais être traité comme les autres. Mais évidemment, la question de la cohésion, même s'il y a des statuts et des rôles, tout le monde est traité de la même manière. Tout le monde a le même temps d'énergie, voire même les personnes qui sont les moins compétentes devraient avoir plus d'attention et d'énergie. Donc voilà, en tout cas, c'est possible jusqu'à une certaine limite. Et si ça entache trop la vie collective et la motivation et la confiance des autres, moi je pense qu'il faut s'en détacher. Une autre question? Question inverse. Comment? Inversement, la question inverse. Un gars qui est pas chiant, mais qui est nul. C'est-à-dire la personne, en fait, dans ces cas-là, qui ne va pas beaucoup jouer, mais par contre, qui communique, qui va amener de l'énergie positive, qui travaille à fond, etc. Alors, il y a toujours une question... il y a souvent de la frustration avec des gens qui ne jouent pas beaucoup. Et en fait, étonnamment, si vous prenez un joueur et vous savez qu'il va jouer 5 minutes, ben dites-lui qu'il va jouer 5 minutes. Allez pas lui faire croire qu'il va en jouer plus. Mais par contre, il aura peut-être l'opportunité d'en jouer plus. Et par contre, à côté, vous lui proposez de faire du travail individuel ou d'être meilleur. Il ne faut pas mentir aux gens. Hein. Si vous savez qu'il va jouer 2 minutes, il faut lui dire. Hein. En tout cas, c'est parce qu'il y a trop de frustration de jeunes que je vois moi, dans mon petit village international. Le petit jeune, il ne comprend pas pourquoi il ne joue jamais. L'entraîneur, pour lui, c'est évident qu'il allait jouer jamais. Et il n'a jamais joué. Et finalement, il a changé de club. Donc bon, après, il n'était pas non plus très positif en termes de comportement. Mais plus on est clair sur les rôles et ce qu'on attend des personnes, mieux c'est. Hein. Mais bien sûr qu'il faut le garder, il faut qu'elle accepte de jouer 3 minutes par contre, cette personne-là. Au niveau de la cohésion opératoire, est-ce que tu trouves pertinent le fait de co-construire, de proposer aux joueurs ou aux joueuses de construire et d'éditer le projet de jeu? Alors évidemment, oui, là ça renvoie à la question d'autonomie, à la fois la question de la cohésion, pardon, mais aussi la question de l'autonomie, c'est-à-dire que, alors c'est un peu ce que fait Onesta ou ce qu'il essaye de montrer avec ses handballeurs, même si c'est un peu différent, mais évidemment si c'est possible, ça apporte une plus-value et une fois qu'ils sont insérés dans ces questions technico-tactiques, c'est qu'une plus-value. Par contre, du coup, ça me fait penser à autre chose. Souvent en fait les joueurs ils ont la croyance que tiens l'entraîneur il me demande mon avis, il ne doit pas savoir en fait, il est nul et en fait comme ils n'ont pas l'habitude qu'on leur demande leur avis, ils disent putain mais c'est louche quand même. Moi souvent on m'a dit mais putain il n'a pas d'autorité déjà, bon il a un peu crié hein, ou de Pierre, il me dit mais c'est pas possible Pierre il s'énerve pas, il dit pas allez, ou et souvent, en fait, ils questionnent le capitaine, t'es d'accord, on fait tel choix, est-ce qu'on fait ça? Mais évidemment, en tout cas, certains joueurs ont la représentation que, du coup, c'est pas de bons entraîneurs. Donc, voilà. Mais la représentation, elle existe. À toi de faire passer le message à tes joueurs.
Et une fois que s'ils ont la connaissance pour le faire, fonce, hein, ça c'est une réelle plus-value. Hein. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est ce que fait Onesta, à un moment donné sur les temps morts, il dit allez, faites votre truc, quoi, en fait. Hein. Donc je pense qu'il y a des joueurs aussi très très forts dans les certaines connaissances, mais... Vous avez parlé avant de la construction d'une équipe. Est-ce qu'on doit privilégier les meilleurs performeurs ou la cohésion avec l'agrégation d'un peu, ce qui peut se faire facilement? Alors dans une équipe, il faut tout. En tout cas, si vous n'avez que des gentils, vous n'allez pas gagner. Que des gens qui s'apprécient. Et il va faire toujours un ou deux qui vous embêtent et qui est pénible à gérer. Et en tout cas, les équipes performantes, c'est des équipes où il y a des gros égos, il y a des gens très performants, où c'est accepté que c'est eux qui scorent et les rôles sont bien acceptés, bien clairs et bien perçus. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Oui, enfin, quels sont les moyens de trouver la complémentarité des joueurs? On sait qu'aujourd'hui il y a des tests avec des tests de personnalité pour la complémentarité d'une équipe. Est-ce que c'est valable ou pas? Ouais, alors moi je fais jamais passer de tests, je suis pas fan des tests, parce que c'est réducteur. Je dis après l'entraîneur il va s'intéresser à deux choses, la valeur humaine de la personne, parce que c'est important quand même, c'est développer un projet qui sont tous centrés sur eux-mêmes, c'est compliqué. Et puis après, les attentes que tu as sur le rôle de chacun, et ça, moi, la clarté du rôle des uns et des autres, elle est, ça fonctionne dans ton projet de jeu, etc. Mais cette complémentarité, c'est toi qui vas la trouver. Par contre, si vous prenez que des gens très performants, le panier de basket, le ballon, vous avez bien compris qu'il fallait se le partager, qu'il y en avait qu'un qui tirait à la fin des 24 secondes. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un peu tout, qu'il y ait des gens qui fassent des passes et des gens très performants. Donc il faut être plutôt dans la complémentarité des rôles pour répondre à la question. Une autre question? Merci pour votre écoute. J'espère qu'on n'avait pas trop...